Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo intitulée « La naissance de la responsabilité sociale d'entreprise ». Nous sommes toujours dans la seconde grande partie, âge nucléaire et âge économique, qui va de 1942 à 1992. Nous allons parler des différents travaux qui vont définir ce qu'est la RSE. C'est dans cette longue période qui va de l'après-guerre au début des années 90 que se développe dans le monde anglo-saxon ce concept de responsabilité sociale d'entreprise ou RSE. On a évoqué l'influence du religieux dans le développement de cette idée. Les travaux de Bowen en 1953 illustrent bien cette vision normative. L'idée est qu'une entreprise se doit d'œuvrer pour une amélioration des conditions sociales. Dans les travaux académiques de ces années-là, cette obligation apparaît comme proportionnelle au poids qu'occupent les entreprises dans les sociétés. Elle leur incombe à la mesure des ressources dont elles disposent. Elle peut être assumée par des gestionnaires éclairés qui souhaitent que leur corporation agisse en bons citoyens dans leur communauté, dans le respect des valeurs sociales, humanistes, religieuses et démocratiques. Mais l'idée d'une responsabilité sociale des entreprises ne fait pas que des adeptes. L'attaque virulente de la part de Milton Friedman en 1970 est bien connue. Selon ce dernier, la recherche du profit est le seul objectif légitime des corporations. Les autres activités sociales ou philanthropiques constituent une forme de détournement de fonds, de taxes déguisées qui contreviennent aux règles des marchés et aux principes démocratiques, les gestionnaires n'étant pas élus pour poser ces choix sociaux. C'est pour sortir de ce débat moral que des chercheurs proposent dans les années 70 d'orienter la recherche vers des pratiques de gestion. À la question de la responsabilité sociale, ils vont opposer la notion de réponse sociale. Pour les tenants de cette perspective, les pressions sociales existent. Dans un souci de bonne gestion, les entreprises doivent y répondre. L'entreprise joue un rôle réactif face à une société qui exprime ses vœux. Il faut dire que le contexte est propice. La guerre du Vietnam qui s'éternise et l'essor de l'industrie de l'armement suscitent des réactions de la part des opinions publiques. Des étudiants font pression sur leur université pour que celle-ci cesse tout investissement dans ces secteurs. Et des citoyens se déclarent soucieux de savoir en quoi leur épargne, notamment leur épargne retraite, est placée. À Boston, deux pasteurs méthodistes, Luther Tyson et Jacques Cobbett, vont s'associer à un gérant qui va les aider à lancer le Pax Fund, le 10 août 1971. Alors, on a déjà l'idée de travailler par exclusion. Le Pax Fund démarre avec $600 000 d'aujourd'hui et exclut de son portefeuille les entreprises qui participent aux dépenses de guerre, puis celles qui relèvent du secteur du tabac ou ayant eu des antécédents de nuisances environnementales. C'est à cette époque, qu'en plein démêlé avec l'activiste Ralph Nader, que General Motors fait entrer Léon Howard Sullivan à son conseil d'administration. En pleine mobilisation étudiante contre le régime de l'apartheid qui conduit plusieurs universités à retirer leurs fonds investis en Afrique du Sud, ce pasteur baptiste crée les principes de Sullivan. Ces principes non obligatoires consistent à amoindrir la ségrégation sur le lieu de travail. Plus de 300 entreprises américaines établies en Afrique du Sud vont appliquer ces règles de conduite. Ces principes ne sont clairement pas révolutionnaires et respectent le Job Reservation Act de la loi sud-africaine sur l'emploi qui favorise le recrutement des Blancs. Ils demandent cependant aux sociétés américaines d'appliquer quelques principes simples comme la parité des salaires, quelle que soit la race ou l'ethnie, l'absence de ségrégation sur le lieu de travail, la liberté d'association et le droit à la négociation collective. Les sociétés européennes présentes dans le pays s'inspirent de ces principes pour élaborer leur propre code de conduite. Cette initiative va marquer le passage de la logique de boycott pur et simple à celui d'une approche basée sur l'incitation des entreprises à adopter de meilleures pratiques. Des années 75 aux années 90, une troisième génération de RSE occupe l'espace du champ de la recherche académique. Elle tente une synthèse en juxtaposant les aspects normatifs et pratiques, parvenant à relier les deux dimensions à un même construit, la performance sociale. En 1979, Archie B. Carroll
professeur de management au Terry College of Business University, en Géorgie, généralement considéré aux États-Unis comme le père du sens actuel donné au concept de RSE, propose de distinguer, et donc de classer, les responsabilités sociales des entreprises en 4 grandes catégories d'attentes de la part de la société. Les attentes économiques, les attentes légales, les attentes éthiques et les attentes discrétionnaires. Pour y répondre, les entreprises peuvent utiliser 4 approches: réactive, défensive, accommodante et proactive. La définition et le croisement de ces 2 construits et de leurs dimensions demeurent aujourd'hui des références incontournables sur le sujet. Pour Archie B. Carroll, ces 4 catégories comprennent l'ensemble des responsabilités sociales qu'une entreprise peut aujourd'hui identifier et qu'un homme d'affaires consciencieux doit accepter. Il propose de les organiser en forme de pyramide. Cette conception de la RSE sera reprise et critiquée par d'autres universitaires américains, sans toutefois la modifier fondamentalement. S'inscrivant dans ce sillon intégrateur, Donna J. Woods de l'Université de l'Iowa franchit un autre pas en adoptant une perspective relativiste et en rapprochant le modèle de RSE avec celui des parties prenantes. Avec elle, le concept atteint un niveau assez élevé de sophistication. Les aspects normatifs et les aspects descriptifs sont réunis et le modèle est inscrit pour la première fois dans un univers pluriel peuplé de parties prenantes. Voilà pour la naissance de la RSE. La prochaine fois, on va attaquer un nouveau chapitre, le village planétaire. À bientôt!